Quand je me fixe un objectif, en général, je mets les moyens pour y arriver. Mon métier de sous-préfet, je le conçois pas dans mon bureau, je le conçois sur le terrain pour aller rencontrer les gens et pour savoir de quoi je parle. Un peu moins de 20 déménagements depuis que je suis né, donc forcément ça permet de voir un peu du pays, comme on dit. C'est vrai qu'on a une chance extrême ici sur ce territoire, c'est d'avoir un lac qui ressemble à une mer intérieure. Je pense que c'est essentiel. Si on veut savoir de quoi on parle, si on connaît pas les gens, c'est pas la peine. Si on connaît pas son territoire, c'est pas la peine. Vous êtes toujours sur la brèche. On est loin des 35 heures. Ah mais ouais, en fait, non. Je vous ai dit métier, passion, engagement. Oui. Courtois, toujours. La courtoisie, on peut tous dire, mais en étant courtois. C'est quelque chose que je constate. Vous m'avez demandé le rapport d'étonnement. Moi, je constate qu'ici, très souvent, les gens ont oublié la chance qu'ils avaient. N'oubliez pas de mettre des likes. Et puis... C'est pas ce qu'il y avait marqué sur votre truc. Exactement. N'essayez pas, ça marche pas. Non, ok, très bien. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller, moi. Je vais faire un podcast tout seul face à l'écran. Ouais. Eh ben, en tout cas, faisons le podcast que nous aimerions écouter. Moi, j'ai envie de dire ça. En sachant que j'en ai jamais écouté. Eh ben, ce sera le premier. Voilà. Il faut bien démarrer. Toujours une première fois. Toujours. Et alors, on s'en souvient toute en sa plus, vie, une son première métier. fois avec nous. Franchement, vous êtes entre de très très bonnes mains. Vincent, on compte sur vous. Ouais. La France compte sur vous, Vincent. Le Chablais compte sur toi, Vincent. Bon, on y va ? Quand vous voulez. Attention. Mon invité du jour est un tout nouveau Chablaisien. Un nouvel arrivant en quelque sorte. Successeur de Joseph Fournier-Salorvez, il est aussi un grand voyageur. De Colombes dans les Hauts-de-Seine, là où il a vu le jour, à Guéret dans la Creuse, du Haut-Rhin à la Nouvelle-Calédonie, ce commis de l'État, malgré son jeune âge, a déjà bien roulé sa bosse. Maîtrise d'analyse et politique économique, DEA d'organisation industrielle et dynamique économique, doctorat de sciences économiques, voilà quelqu'un qui doit s'intéresser à l'économie. Depuis le mois de mai, il est le nouveau sous-préfet de Thonon, successeur donc de Joseph Fournier-Salorvez, qui était le premier sous-préfet de Thonon en 1860. Mais au juste, à quoi sert un sous-préfet ? Quelle est l'utilité d'avoir une sous-préfecture ? Que fait-il au quotidien ? Et comment devient-on sous-préfet ? Voilà des questions que je me pose. Pour y répondre, j'accueille donc aujourd'hui Emmanuel Cocan. Bonjour Emmanuel, ou dois-je dire bonjour monsieur le sous-préfet. Bonjour. Vous pouvez dire comme vous voulez. Ouais, parce que moi, Michel, en termes de protocole, pas d'inquiétude. J'ai compris qu'on était dans une émission, un podcast où il fallait faire comme si c'était une discussion de tous les jours, même si nous ne sommes pas deux. Et je salue Vincent pour sa maman. C'est important. Il faut qu'elle sache qu'il est là et qu'il travaille comme ça. D'arrache-pied. D'arrache-pied, toujours. Et comme ça, il n'aura pas besoin d'avoir un mot d'excuse ce soir quand il rentrera. Alors ça, c'est un bel hommage. Hein. Mais je pense que ta maman, honorée par la République... Comme ça, j'aurai au moins un like sur cette vidéo. Vous le saurez. Ah, vous êtes un peu non, à la recherche. Pas du tout. Je suis pas réseaux sociaux plus que ça. Non, c'est vrai. Juste pour s'informer. On vous trouve pas partout. Non. Donc du coup, je l'ai un peu dit dans ma petite introduction. Vous avez un parcours de vie déjà bien rempli. C'est ça, un parcours varié, riche et varié. Je pense comme chacun d'entre nous, en fait. La seule différence, c'est que effectivement, j'en suis à un peu moins de 20 déménagements depuis que je suis né. Donc forcément, ça permet de voir un peu du pays, comme on dit, et d'avoir une vision un peu plus large que celle juste d'un tout petit bout de son territoire. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Parce que avantage, on rencontre plein de gens, on va découvrir de nouvelles cultures et parfois on peut se sentir un peu déraciné ou se reposer des questions pour savoir qui on est, d'où on vient, mais ça va, je le gère assez bien, j'ai l'impression. Moi aussi. Et puis j'ai oublié un truc aussi dans mon petit préambule, c'est un adepte de la course à pied. Oui. Un adepte de la course à pied depuis maintenant une quinzaine d'années. En fait, j'étais grand fan de basket, j'ai beaucoup joué au basket. Et puis finalement, le basket c'est bien, mais il faut être plusieurs pour jouer. Donc quand on a des fonctions, non, mais puis quand on a des fonctions où on a des horaires un peu alternatifs, et puis quand on commence à avoir des enfants, on n'a pas forcément le même temps.
Donc, il y a un moment donné où il faut trouver quelque chose à faire. Et puis, la course à pied, ça m'a permis de C'est mon moment à moi dans la journée. Le matin. Très tôt le matin. Il nous est arrivé de se croiser. Nous sommes croisés d'ailleurs. Mais ça me permet d'être, avant de commencer la journée, de pouvoir me rentrer dans ma journée, dans ma routine de journée. Ça fait partie de ma routine. Voilà, je cours, je repense, ça me remet en phase. Et puis, l'activité physique et sportive, c'est essentiel. Donc, voilà, 30 minutes au moins par jour, c'est ce qu'il faut. Manger, bouger. Hein. Voilà, mais avoir une activité physique, ça permet de se repenser. Et puis, intellectuellement, c'est important pour moi. Donc, voilà, je cours tous les matins. Genre de méditation, c'est ça. Recentrage. Comme je ne suis pas assez souple pour faire de la méditation ou du yoga, il fallait trouver quelque chose. Donc, j'ai trouvé avec une préférence, j'ai cru comprendre, pour un spot particulier au bord du lac. Oui, alors j'aime bien courir avec vue sur le lac, le plus possible le bord du lac. Je ne rentrerai pas dans cette discussion combien il y a de lacs en Haute-Savoie. Il y en a qu'un. C'est ce que vous allez me dire ici. Non, mais c'est vrai qu'on a une chance extrême ici sur ce territoire, c'est d'avoir un lac qui ressemble à une mer intérieure. Donc, c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes lumières, la même odeur. Et c'est vrai que ça permet de se dépayser très vite. Quand on commence sa journée comme ça, en général, on est bien chargé. On est plutôt bien pour le reste de la journée, ouais, ça va. Donc, du coup, je l'ai dit, vous êtes né, vous avez grandi en région parisienne. Alors, pas du tout. Alors, vous êtes né à Colombes. Je suis né à Colombes, oui. Alors, je suis né à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Mais par accident. Non, pas par accident. Mes parents y étaient. Voilà, mais moi, je suis parti. Ils sont partis assez vite. Hein. À 6 mois, j'ai fait mon premier déménagement. Et, oui, ça a commencé tôt. Oui, j'ai commencé tôt. Enfin, tu vois, je m'en souviens pas. Mais mes parents sont partis au Maroc pendant 4 ans. Donc, j'ai plus fait ma petite enfance à Casablanca qu'à Colombes. Et puis après, mes parents ont déménagé régulièrement tous les 3, 4, 5 ans. Donc voilà, on est parti du Maroc. On est rentré en France avec un choc thermique. On est arrivé à côté d'Amiens. Ah oui. Ouais, dans un petit village qui s'appelle Flers-sur-Noix. Donc c'est un peu le passage de la métropole, mégalopole marocaine à un tout petit village. Mais c'était génial parce que j'avais 5 ans. Donc on passe son temps dehors, on est content. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, Grenoble, Chartres, Moulins, Clermont, Nice, voilà, Paris, puis tout s'enchaîne. Et donc, je l'ai dit, un CV scolaire, un bulletin de notes, un carnet scolaire assez impressionnant quand même. Alors, je vous remercie, ça fera plaisir à ma maman de savoir que j'ai eu un bon carnet scolaire. Il y a la maman de Vincent qui écoute, mais il y a la vôtre aussi peut-être. J'espère bien qu'elle écoutera. Non, mais c'est vrai que... Alors, j'ai pas... je pense que j'ai eu la chance d'avoir un environnement familial qui m'a permis de m'accompagner dans mes études et d'avoir un cadre qui était favorable. Je n'étais pas premier de la classe, j'étais plutôt pas mauvais. Moyenne haute. Un peu des facilités, donc tranquille, on force pas. Mais on y va Mais on y va. Gentiment. Et puis après, il y a un déclic. À un moment donné, moi, ça a été l'économie, ça m'a passionné. Et donc, une fois qu'on trouve sa voie, c'est plus facile. Donc voilà, à partir de là, ce côté réflexion, recherche en sciences économiques, ça m'a passionné dès que j'ai commencé. Et donc c'est comme ça que j'ai continué jusqu'au doctorat. C'était assez passionnant. Et donc un doctorat dans un secteur en plus économique particulier. Oui, alors c'est... Si ma mémoire ne me trahit pas, mon cher Emmanuel. Oui, bien sûr. Cycle de vie, innovation et gouvernement d'entreprise dans les entreprises du médicament. Ça en jette toujours quand on sort son titre de thèse. Cycle de vie. Non, en fait, l'idée, c'était de dire que... Enfin, mon idée de départ, c'était de penser que les entreprises suivent le cycle de vie comme le cycle de vie des produits. En gros, une phase de démarrage, une phase de croissance. Et puis, il y a un moment donné où il y a la maturité et il y a 2 possibilités qui s'offrent à elles. Soit elles se réinventent et elles peuvent continuer à progresser, soit elles meurent et elles déclinent. Et l'idée, c'était de se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles pourraient décliner ou pourquoi est-ce qu'elles arrivent à progresser ? Et moi, je reste persuadé que c'est cette relation entre les actionnaires et les managers, ou plutôt les gens qui sont à l'origine du produit, de la création des produits, les créateurs. Et en fait, c'est ce lien-là qui permet de savoir quand est-ce qu'on doit faire trop d'argent et quand est-ce que l'argent prend le pas et empêche toute volonté d'innover.
Et voilà, donc c'était une recherche là-dessus. Et puis les entreprises du médicament, parce que on était à l'époque en plein boom des fusions-acquisitions dans les entreprises pharmaceutiques. Ouais, il y a eu ça un temps. Ouais, il y a eu ça un temps, ouais. Et donc je me suis posé la question, et puis c'est vrai que ça a eu une actualité récente assez forte. Hein. On s'est rendu compte que voilà, la finance dans les entreprises pharmaceutiques, ça fait qu'on fait des choix où on n'a plus forcément pour les pays la capacité à pouvoir créer sur place. Donc voilà, c'était intéressant. Ça a été un beau moment. Non, mais vous étiez au cœur d'un truc, là, au cœur d'un sujet qui m'a intéressé, voilà, qui nécessiterait de reprendre, mais après j'ai pris d'autres chemins. Et à quel moment justement on passe d'un étudiant brillant, parce que bon, quoi que vous en disiez, si vous voulez. non, mais enfin, je prends. Prenez-le parce que c'est ce que je pense. Comment est-ce qu'on passe d'étudiant brillant, sur des sujets qui sont pas spécialement sexy pour des jeunes adultes, à une vie de commis de l'État, je l'ai dit. Enfin, c'est un peu En fait, il y a une étape entre quand je rentre en doctorat, pour faire mon doctorat, quand on fait des études supérieures, pour rentrer en doctorat, soit on a des financements de l'État et on devient chargé de TD, on fait des cours, soit vous ne l'avez pas, et il se trouve que moi j'ai pas été retenu, il devait faire un choix, ils ont pris un de mes copains, donc j'étais très content pour lui, mais pas moi. Et à ce moment-là, la question s'est posée, est-ce que j'ai envie de le faire sans financement d'État ? Ou est-ce que mes parents pouvaient, c'était pas un sujet, ils m'avaient dit Parce qu'un doctorat sur ce type de... C'est combien de temps ? C'est 4 ans. Enfin, moi j'ai mis un peu plus de temps, mais normalement c'est 3-4 ans. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est sympa, mes parents sont sympas, ils sont adorables, ils peuvent me financer, mais il y a un moment donné, j'ai envie aussi d'être indépendant et de me débrouiller. Et donc, je me suis fixé le défi de faire ma thèse. Comme on m'avait dit que je la ferais jamais, en même temps que je travaille. Ils sont sympas vos copains. non, mais c'était pas mes copains, c'était mes profs, en me disant si vous n'avez pas de financement, vous la ferez jamais. En gros, vous allez commencer puis vous allez vous arrêter parce qu'il faut mener des choses de fond, c'est compliqué. Et donc j'ai trouvé un boulot dans une agence de communication à Paris, à Boulogne-Billancourt, et ça a été mon premier emploi. J'ai commencé tout en bas à relire tout ce qui était fait pour des entreprises en termes de com. Ouais. Tu vois, Vincent, il y a de l'avenir. Voilà, j'ai commencé comme ça, et puis en parallèle, je faisais ma thèse. C'était de la com... De la com institutionnelle, plutôt institutionnelle, plutôt basée sur... alors, j'ai suivi pendant 4 ans le rapport d'activité du Sénat, donc c'était un premier point avec les institutions. Mais c'était aussi avec des boîtes du luxe, LVMH ou Adidas, faire des magazines internes, échanger. Et donc voilà, donc petit à petit, ça m'a permis d'avoir aussi un point de vue sur comment ça se passe l'entreprise privée, ce qui est intéressant quand on n'a fait que des études. C'est bien. Confronter un peu à la réalité des micro-entreprises ou des PME, en tout cas, parce qu'on était moins d'une dizaine. Et puis, voilà, donc j'ai fait les deux à la fois. À un moment donné, je me suis... Ça, c'est quand même courageux. Hein. Oui, en fait, voilà, c'est difficile pour soi-même de se dire que c'était courageux. Mais disons, comme c'était l'objectif, quand je me fixe un objectif, en général, je mets les moyens pour y arriver. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et puis, à un moment donné... j'ai donné des cours en école de commerce en plus, j'ai essayé de voir pour avoir des cours en fac, et puis c'était bien, mais ça me passionnait pas plus que ça. Je suis pas persuadé que j'avais les compétences pour mobiliser un auditoire pendant des heures et des heures en étant très académique. Donc ça c'est difficile. Oui, voilà, quoi qu'il arrive, c'est un métier, c'est un métier, et puis donc voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien, je finirai ma thèse, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai envie de faire ça, de l'enseignement? Je ne suis pas certain. Travailler dans des entreprises, oui, pourquoi pas, mais j'ai quand même une volonté. Il y a l'intérêt public qui me titillait. Et puis. Et ça se manifestait comment, ça? En fait, mon papa est fonctionnaire était fonctionnaire, inspecteur jeunesse et sport. D'accord, ouais. Le sport, c'est ma passion. Donc, forcément, un jour, il me dit, tiens, c'est marrant, il rouvre le concours d'inspecteur jeunesse et sport pour des gens qui ne sont pas du tout dans l'administration.
Si tu veux, tu peux t'inscrire. Bon. Pourquoi pas? Bon, alors. Et c'est quand on passe des concours sans se mettre la pression que ça fonctionne. Donc je l'ai fait. Mais ça, c'est vrai dans la vie en général. Pour tout en général, en fait. Quand on se pose pas trop de questions, c'est mieux. Ouais. Donc je me suis inscrit à ce concours. Et puis j'ai eu la chance d'être pris. Donc voilà, donc c'est un changement. Ça arrivait à un moment de ma vie où j'allais avoir mon fils qui allait naître. Donc quitter Paris, c'était pas non plus totalement infondé pour nous, avoir une vie un peu plus tranquille. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le sérail de la fonction publique, avec une idée un peu dès le départ, parce qu'il y a plusieurs choix. Et puis moi j'ai fait un choix un peu rigolo, c'est que j'ai décidé d'aller dans la Creuse. Voilà, Guéret, le fameux. Guéret, vous voyez, pour les gens qui ne connaissent pas, le centre de la France, le département 23, la Guéret, ou la Souterraine, ou Aubusson. Oui, la Souterraine. Voilà, vous avez trois villes dans la Creuse. Aubusson, il y a un peu de notoriété quand même. Il y a la notoriété. Avec la tapisserie. Là. La tapisserie d'Aubusson, tout à fait. Et donc, j'ai choisi ça, et quand j'ai annoncé mon choix... mais c'est un choix, ça. Oui, c'est un choix. Mais quand je l'ai demandé, on m'a demandé si c'était une blague ou parce que... voilà, et je leur ai dit non, pas du tout. Mais vous êtes sûr que vous allez dans la Creuse? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, moi je choisis la Creuse. Et en fait, la Creuse, pourquoi? C'est pas compliqué en fait. Quand vous êtes dans un petit département, sur un poste comme celui-là, vous devenez tout de suite le numéro 2. Donc vous êtes identifié, donc vous avez des responsabilités plus vite. Donc une petite ambition aussi quand même. L'idée, si c'est pour être la 5e roue du carrosse, c'est sympa, mais ça fatigue vite. Ouais. Donc non, l'idée c'était vraiment de pouvoir être tout de suite au cœur des politiques publiques, de pouvoir apporter quelque chose sur un territoire qui est petit, donc on apprend, on connaît. Et puis ça a été ultra formateur parce que dans l'idée, quand vous arrivez quelque part, voilà, dans un tout petit département, c'est moins de 120 000 habitants, donc forcément c'est tout petit. C'est aussi tout le monde se connaît. Voilà. Tout le monde se connaît. Vacances en Creuse, vacances heureuses. Voilà. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Sachez-le, c'est la blague des locaux. Non, mais en fait, ça permettait de faire ça. Et puis moi, dans l'idée, c'est là où j'ai eu les meilleurs conseils professionnels quand j'ai commencé. C'est il faut connaître son environnement. Et pour connaître son environnement, il faut aller vers les gens pour savoir de quoi on parle et faire. Et donc, ça m'a permis de vraiment mettre en application ça et qui me sert encore tous les jours. Je pense que c'est essentiel. Si on veut savoir de quoi on parle, si on ne connaît pas les gens, ce n'est pas la peine. Si on ne connaît pas son territoire, ce n'est pas la peine. Ça, on l'a aperçu, en tout cas, cette capacité à le faire. Vous êtes arrivé en mai, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez bien labouré le territoire déjà. Alors ça me pèse pas. Non, mais c'est chouette. Même très agréable. C'est chouette. Donc ça, c'est un truc que vous avez appris à ce moment-là. Ouais, et puis c'est une volonté de ma part. C'est vraiment une volonté de ma part d'aller vers les autres. Moi, je conçois pas mon métier de sous-préfet. On en parlera sûrement après. Oui. Mon métier de sous-préfet, je le conçois pas dans mon bureau. Je le conçois sur le terrain pour aller rencontrer les gens et pour savoir de quoi je parle. Comme je vais voir des élus, je vais voir des entreprises. Ouais, bien sûr. Si je les reçois dans mon bureau, on aura beau m'expliquer ce qu'on fait, c'est pas pareil. C'est pas la même chose pour échanger. Absolument. Voilà. Et donc du coup, à ce moment-là, vous démarrez un nouveau job avec des responsabilités, puisque vous aviez ciblé. Il y a une petite stratégie derrière. Un peu. Mais non, mais c'est bien. Dans la vie, il faut être ambitieux. Vous avez un enfant en route qui est né, qui est plutôt là déjà. Qui a fait son premier déménagement à 2 mois. Il était plus rapide que moi. Il est meilleur que moi. Record battu là. Tout à fait. Et du coup, vous avez quand même une thèse toujours sur le feu aussi. J'ai une thèse que je termine dans l'année. En fait, c'est pour ça que ça a été un peu plus long que prévu parce que nouveau déménagement. Tout ça, quoi. Mais je l'ai soutenu en décembre 2006. Donc j'ai commencé en 2001, je l'ai soutenu en 2006. Où ça, à Paris? Non, j'étais à Sophia Antipolis. Ah oui, à Sophia, Nice. Oui, très bien. Très joli, beau très campus, beau. Très beau. C'est magnifique. Oui. Donc je la soutiens là. C'est un moment, c'est une page qui se tourne. Oui, mais c'est un moment important aussi dans la vie. Très important, et oui, voilà. Et donc je le soutiens, je suis en Creuse. C'était pas prévu que je reste aussi longtemps. L'idée, c'était plutôt de faire une première expérience et puis après d'aller voir ailleurs. Puis la vie est faite comme ça. Moi, je crois beaucoup à ça. La vie a plus d'imagination que soi. Donc forcément, à un moment donné, on fait des demandes. Je fais des demandes de mutation. Et puis, il se trouve que mon épouse est enceinte
de ma fille. Donc je me dis... Petit deuxième en route. Allez, voilà, hop, 2 ans et demi après, je me dis, partir, c'est pas forcément nécessaire. Au même moment, le directeur me dit, c'est la RGPP, il faut que je fasse... je serai moins là, présent, donc il faudrait que tu fasses l'intérim pendant un an. RGPP réforme des politiques publiques, réforme générale des politiques publiques. Voilà, 2009, 2008-2009. Donc on change les services de l'État, réduction du nombre de personnes. Donc il faut accompagner le service. Ce que je fais, donc c'est une nouvelle expérience parce que c'est là-dessus. Là, on est sur le management, des choses comme ça. Sur le management, puis surtout faire passer des réformes, travailler. Des idées, donc. Puis travailler. C'est des services qui vont disparaître et qui vont fusionner avec d'autres. Donc, il faut expliquer la démarche, faut rentrer. Évident, ça. Pas forcément simple. Donc voilà. Et puis après, création d'un nouveau service. Les DDCSPP. On est fort en France. Mais direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Et puis un nouveau directeur arrive et il me propose, parce que je lui dis, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans, c'est bien, je fais le tour. Pour quelqu'un qui devait rester 2 ans, c'est bien, faut bouger au bout d'un moment. Et puis il me dit, oui, mais ça serait bien, Emmanuel, si tu pouvais. Lui, son idée, c'était d'avoir 2 pôles, un pôle cohésion sociale et un pôle protection des populations. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre la tête du pôle cohésion sociale ? C'est une mobilité fonctionnelle qui est intéressante, c'est découvrir, c'est travailler avec la déléguée aux droits des femmes et sur des sujets qui sont très durs mais passionnants pour pouvoir échanger et se confronter à ce qu'on pense tous les jours. C'est travailler sur l'action sociale, sur des populations vulnérables, sur les problématiques du logement. Il y a un vrai engagement en plus. Donc il y a un engagement supplémentaire. Donc je me dis, là, il y a un challenge quand même. On a des cultures différentes et professionnelles, donc c'est intéressant d'y aller. Et puis, je fais ça. Pendant 3 ans. Puis, à un moment donné, il faut changer quand même. Là, ça y est. Là, on y est. Moi, j'étais bien. Pas une routine, mais disons que c'est facile. Et puis, j'ai un préfet qui me dit un jour à une sortie de réunion, qui me dit, je peux vous voir ? C'est le préfet quand vous voulez. On ne dit pas non. Et puis, on rentre dans son bureau et il me dit, il est temps de s'en aller. Moi, je dis, pardon. Merci. Il me dit, non, mais c'est bien, mais vous êtes jeune, il faut que vous fassiez autre chose, que vous découvriez, il faut que... c'est bien, mais vous pouvez accéder à autre chose. Est-ce que ça vous intéresse ? Le corps préfectoral, je dis oui, bien sûr, forcément. Donc il m'invite à candidater pour devenir sous-préfet. Et il me dit en même temps, en parallèle, candidater aussi pour être directeur de cabinet d'être directeur d'un service de l'État, d'une direction départementale, ou d'être adjoint, au moins comme ça, vous verrez autre chose. Et puis, donc forcément, quand on est un bon soldat, on fait. On le fait. Donc il y avait l'envie quand même aussi. Oui, mais il y avait l'envie, donc je le fais. Et puis, le ministère de l'Intérieur... me contacte, on échange régulièrement et à un moment donné ils me disent finalement on sait que vous avez passé des entretiens pour être directeur adjoint, on a un préfet qui souhaite vraiment vous avoir, ça serait bien que vous acceptiez et puis on se reverra. Donc c'est comme ça que je vais dans le Maine-et-Loire à Angers et je deviens directeur adjoint de la cohésion sociale. Voilà, c'est très joli Angers. C'est magnifique. Culturel. Mais de toute manière, tout est très joli en France. Même la Creuse, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est assez formidable. Donc voilà, je défends les départements méconnus. C'est bien. Et donc j'arrive dans le Maine-et-Loire et puis une expérience professionnelle qui se passe bien, mais pas comme je l'entendais. Puis finalement... des échanges avec le corps préfectoral qui là encore sont très bons. Ils font preuve par rapport à moi, de beaucoup de sympathie. Ils sont très attentifs et on échange régulièrement. Et puis un jour, le préfet me dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je dis j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée d'être sous-préfet parce que ça me plairait bien, mais je viens d'arriver. Ça fait moins d'1 an, monsieur le préfet, vous comprenez bien. Toujours être attentif. Puis poli. Poli, courtois, toujours. La courtoisie, on peut tous dire, mais en étant courtois. Exact. Et donc, il me dit, envoyez un message et puis mettez-moi en copie et dites-leur que je suis d'accord. Donc, je le fais.
Et en fait, j'ai été reçu, on m'a réexpliqué. Et puis, on me dit à la fin de l'entretien, si on vous propose quelque chose, est-ce qu'on a votre engagement que vous l'accepterez ? Quoi qu'on vous propose. Je lui dis, écoutez, moi, géographiquement, j'ai pas de no particulier. Voilà, donc pas de problème. Et puis, ok, donc c'est un deal, voilà. Puis je reviens, donc je préviens le préfet, je lui dis, voilà, j'ai eu ça, très bien. Et puis j'ai été appelé 3 semaines, 15 jours, 3 semaines plus tard. Ça va vite là cette fois-ci. Oui, non, mais ça va. Là, Non, peut-être un mois après, j'ai eu un appel, c'est plutôt un mois après, pendant les vacances. Pour l'anecdote, en vacances, donc pas forcément de costume, pas forcément de cravate, rien de tout ça. Grave, ça arrive. Et ouais, voilà. Donc il a fallu quand même en trouver un rapidement pour remonter à Paris, faire un aller-retour dans la journée pour se caler. Se raser. Puis, voilà, c'est ça, retrouver une apparence à peu près normale. Et puis on me dit, ben voilà, on vous propose de devenir sous-préfet politique de la ville à Avignon, dans le Vaucluse. Super. Vraiment top, Avignon, tout ça. La politique de la ville, c'est des sujets. Ouais, puis c'est intéressant. Donc, intéressant, voilà. mais costaud quand même. Mais voilà. Donc je préviens mon épouse, super, on va aller au soleil. Monique, fais les valises. Ça sera super, tu vas adorer le soleil et tout. Voilà, je préviens le préfet qui me dit c'est très bien, formidable, allez-y, vous verrez, c'est une expérience géniale. Et puis, mais vraiment, vraiment 10 jours après, j'ai un coup de fil un soir et on me dit voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? Donc je rappelle, c'est notre gestionnaire, et il me dit en fait ça sera pas possible. Ah merde. Le poste ça marche pas. Ça marche pas. Ça arrive plein de fois, donc ça marche pas. Bon. Là vous êtes en train de mettre le doigt sur un truc, on est quand même assez malléable dans vos situations. En fait c'est un métier d'engagement et de passion. Si vous n'êtes pas prêt à ça, parce qu'on peut voir les ordres de la République, on peut voir... Parce que c'est vrai. C'est vrai qu'à Thonon, vous habitez dans un. Non, mais dans les sous-préfectures, en général, les bâtiments sont très beaux. C'est vrai qu'on a une chance énorme, mais c'est aussi les contraintes. C'est-à-dire qu'on peut partir du jour au lendemain. Enfin, voilà. Et on va là où on nous demande d'aller. Donc, il faut aussi faire ça. Donc là, on vous dit Avignon, c'est mort. Bon. Donc, j'encaisse et il me dit, mais pas d'inquiétude, on vous propose de devenir sous-préfet de Rethel. Rethel, donc ça c'est en Alsace. Non, pas du tout. Voilà, vous faites comme tout le monde. Rethel, qu'est-ce que c'est ? En Moselle. Pas du tout. Rethel, c'est les Ardennes. Ah mon Dieu, j'étais pas loin. Voilà, la capitale du boudin blanc. Du boudin blanc. Mais tout à fait. Mais vous allez voir, je suis un. Vous verrez que la nourriture fait quand même un petit peu un lien avec tout ça. Donc, et je sais pas où c'est. En fait. Comme moi. Donc, non, en fait, je lui dis, mais ok, super, Rethel, je suis d'accord. Je vous ai dit que j'étais d'accord, donc pas de problème. Donc les Ardennes, quand même. Mais où est-ce que c'est ? Et là, il me dit, c'est dans l'Est, c'est dans les Ardennes. Et moi, j'imagine Astérix et Obélix, la chasse aux sangliers, les Ardennes, le truc, pour le vendre après le soleil d'Avignon, ça va être plus compliqué, mais on sait jamais, ça peut passer sur un malentendu. Donc voilà, et avant d'appeler mon épouse, je regarde quand même un petit peu où c'est sur la carte de France, histoire de lui vendre un peu du rêve à un moment donné. Et puis, en fait, Rethel, c'est le sud des Ardennes, mais c'est la banlieue de Reims. Ah oui. Donc, ça a été plus facile à vendre comme ça. Champagne. Alors, c'est pas un territoire labellisé Champagne. Cathédrale. Mais c'est à 25 km. Donc, de Reims, c'est vraiment très proche. C'est vraiment la frontière. Oui, c'est très proche. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait donc mon là, premier une petite stratégie quand même avec madame. Toujours, faut que ça passe quand même. Donc les Ardennes. Et là, c'est donc le premier poste c'est mon premier poste de sous-préfet. Donc voilà, il faut faire un uniforme, faut apprendre. Ça, c'est une vieille tradition, l'uniforme. Depuis l'origine. Depuis fait, Napoléon. Depuis Joseph. Depuis Napoléon, les préfets, les sous-préfets ont un uniforme qui a évolué dans le temps pour être reconnu parce que le sous-préfet a aussi, alors pas sur les militaires, mais c'est une autorité civile supérieure, donc notamment par rapport aux forces de l'ordre aussi, donc il y a un côté quand même malgré tout un peu militaire et ça vient de là, c'est une tradition. Okay.
Donc là, il faut faire le costume. Et comment ça se passe? L'uniforme, vous allez à Paris, vous avez des adresses. Trucs, on vous dit qu'il faut aller là, il faut faire son uniforme, vous le recevez 3 semaines après. Il y a le sabre et tout aussi? Non, il n'y a plus le sabre. Ça aurait été la classe, mais il n'y a plus le sabre. Il n'y a plus le sabre. C'est un uniforme un peu... Enfin, en termes de mode, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Non, mais ça fait la fonction aussi. Ça en impose. La première fois que vous le mettez, c'est quand même un peu classe. Ouais. Voilà, vous avez ressenti une petite émotion? C'est quand même un peu émouvant. Et puis, voilà, c'est le regard aussi des autres qui vous voient. Vous arrivez, vous avez ça, vous avez un uniforme. Ça impose un peu la fonction, de respect, l'homme. Voilà. Ouais, puis c'est bien. Puis après, le premier dépôt de gerbe, il y a un moment émouvant. On se souvient toujours de son premier dépôt de gerbe. On n'espère pas faire de bêtises. Et alors, c'était où, là? À Rethel, donc sur le monument aux morts. 11 novembre? Non, j'ai été nommé le 2 novembre. Donc, on fait ça avec le maire, les parlementaires, les gendarmes, tout ça. Très officiel. Très officiel, voilà. Et puis, il faut faire attention. Donc pas faire de gaffe. Cette fois-ci au protocole, là, il faut faire le protocole, très on attention. rentre bien dans le protocole. Qui peut être complexe parfois. On n'espère pas faire de gaffe. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé comme ça. Et là aussi, un territoire très attachant à découvrir, passionnant. Et puis un métier nouveau. Donc forcément... Là, on a l'ensemble des palettes de la politique publique. Comment on fait pour accompagner des projets dans un territoire qui est... c'est difficile. Les Ardennes, c'est pas... non, quand le produit phare, c'est le boudin blanc... formidable, le boudin blanc. Non, formidable, mais... attention. Non, mais sur un plan économique, les Ardennes, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, déperdition, comment on fait pour créer de l'emploi, comment on fait pour accompagner, pour que des projets puissent se faire. C'est des collectivités qui sont en souffrance, qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions, qui ne peuvent pas faire. Donc, ça nécessite un gros accompagnement. Donc, voilà. C'est des choses super. Et puis, le préfet m'a confié une mission départementale. Donc, j'étais référent pour les énergies renouvelables. D'accord. Donc, pour tout le département. Donc, là aussi, développement des éoliennes, d'hydroélectricité. Donc là, il y a quand même des sujets là, dans tout ce que vous dites. Sujets, vous le dites d'un air détendu, mais là... l'économie, le développement durable, c'est ce qui fait l'essence même de mon métier, c'est d'avoir un panel très large, de s'intéresser et puis d'aller découvrir ça, ce qui permet après d'avoir des nouvelles compétences et de pouvoir Et c'est quoi les leviers ou les moyens que vous avez à disposition, vous, en tant que sous-préfet, pour justement... Alors déjà, on a une équipe. Moi, sous-préfet, c'est c'est bien de le rappeler et puis de le dire. Le sous-préfet, c'est la personne que vous voyez qui est devant tout le monde, voilà. Alors derrière le préfet toujours, mais on est quand même devant. Mais après, ça fonctionne que parce qu'on a une équipe et des agents et des collègues qui sont vraiment très impliqués, qui ont le sens du service public. Et ça, je pense que c'est pas souvent mis en avant ou pas assez, en tout cas à mon goût. Parce que ce que je dis toujours, c'est que tout seul, on ne peut pas gérer tout ça. Derrière, il y a besoin d'avoir une équipe. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des équipes qui étaient vraiment très motivées, très professionnelles, parfaites, que ce soit dans les Ardennes, partout où je suis passé. Et puis ici à Thonon, j'ai eu la chance d'avoir une équipe, des agents qui sont vraiment super. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de les saluer aujourd'hui. Ouais. Écoutez, les gars, les filles, si vous nous écoutez, les filles surtout. Alors, pardon. Mais parce que j'ai 2 agents masculins. Donc, sur combien? Sur une dizaine. On est 3, on est en minorité. Moi, ça me va. Moi aussi, bien. Donc du coup, voilà, l'équipe, ça c'est la base. L'équipe, c'est la base parce que des gens qui sont, alors, ils sont quoi? Ils sont fonctionnaires? Ils sont fonctionnaires, oui, ils sont fonctionnaires. Mais national, alors. Oui, ils sont tous fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et ils sont là, eux aussi au gré des affectations. Alors aussi, ils bougent comme ça. Ils peuvent bouger s'ils le souhaitent. Ils sont moins soumis aux variations que des sous-préfets. Mais ils peuvent demander, bouger, ce qui apporte aussi un vent nouveau, une nouvelle vision sur le territoire. Donc voilà. Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et à Rethel, comme à Thonon, vous avez été bien servi. J'ai eu de la chance d'avoir, parce qu'on a, quand on est sous-préfet, dans les sous-préfectures, vous avez un sous-préfet, puis vous avez un ou une secrétaire générale et une secrétaire générale adjointe qui sont vos
bras droit qui vous permettent de vivre et mieux toutes les difficultés, puis pouvoir échanger. Et c'est vrai que à Rethel, à Thonon, j'ai la chance d'avoir des secrétaires générales femmes qui sont vraiment juste parfaites, donc avec qui on peut échanger. Et qu'on salue à nouveau. Voilà. Et donc entre Rethel et Thonon, il y a encore de l'aventure. Il y a des étapes, Il y a des étapes quand même. C'est des étapes. Après, donc là, le ministère de l'Intérieur sur les mobilités, il est un peu. Oui, parce que du coup, la durée. C'est 2-3 ans la durabilité. La durée de vie, j'allais la dire. La durée de vie sur un poste, c'est alors. En fait, il faudrait être honnête. On sait quand on arrive, on sait pas quand on part. Ça dépend des besoins. En général, c'est plutôt 2-3 ans. Ah oui, mais c'est rapide alors. Voilà. C'est l'histoire aussi, je pense. C'était l'idée de ne pas avoir des gens qui s'installent. Des fonctions où les gens restent trop longtemps parce que vous avez beau arriver en ayant une vision neutre des choses, à un moment donné, si vous êtes là pendant trop longtemps, moi je pense qu'il y a un moment donné où votre avis peut être un peu... Oui, parce que c'est un peu ça le principe. C'est-à-dire que vous êtes arrivé en mai, on est un peu sur ce qu'on appelle un rapport d'étonnement là. Oui, de découverte, d'apprendre à connaître les gens, de savoir, de découvrir les projets. Si vous restez très longtemps, il y a un moment donné où vous n'avez peut-être pas la même énergie. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense qu'au bout d'un moment, on n'a pas forcément la même énergie, la curiosité. Puis après, vous connaissez les gens, donc vous connaissez leurs atouts, mais vous connaissez aussi leurs faiblesses. Et donc, parfois, vous pouvez rentrer dans quelque chose qui est plus difficile. Alors qu'on attend de vous que, justement, on puisse... Puis c'est bien aussi, vous savez, je suis conscient du fait que certains élus sont contents de vous voir partir. Il faut être honnête. D'autres il y en a qui sont contents, qui sont moins contents de vous voir partir, mais pour certains, c'est quand même bon. Voilà. C'est comme partout. J'imagine. Quand vous arrivez, la nouveauté, c'est super, et quand vous partez, c'était. Il était bien, mais quand même. Mais vous serez quand même mieux. Donc voilà. C'est 2-3 ans. Ça permet de garder les pieds sur terre, de s'en souvenir tous les jours. C'est bien. Donc voilà. 2-3 ans. 2-3 ans. En fait, j'ai fait 2 ans dans les Ardennes. Ensuite, je suis parti donc à Colmar comme directeur de cabinet. Donc là, c'est une fonction de sous-préfet un peu particulière. C'est plutôt axé sur tout ce qui est sécurité, très axé sécurité sur l'ensemble du département. D'accord. Donc là, Colmar, on est en Alsace. On est en Alsace, tout à fait. Si on y est. Tout à fait, le Haut-Rhin. Et donc, avec, là aussi, c'est encore une notion d'apprentissage, de notions. Voilà, parce qu'il faut gérer la sécurité, les visites ministérielles, les liens avec le préfet. Donc, c'est vraiment là-dessus un boulot passionnant, moi, qui m'a vraiment plu. Avec, vous êtes toujours sur la brèche. On est loin des 35 heures, là. Ah mais ouais, en fait, non. Je vous ai dit métier, passion, engagement. Donc, en fait, on est, globalement, comme me disent mes enfants, si tu pouvais poser ton portable de temps en temps, ça nous arrangerait. Ouais, hyper connecté en permanence. Ouais, forcément, on est appelé. Et moi, je conçois pas le fait de pas répondre si je suis appelé ou de rappeler. Donc voilà. Et quand on est directeur de cabinet d'un préfet, on est forcément contacté par les services, les forces de l'ordre, la nuit, souvent, pendant les vacances, la journée. Non, parce que vos enfants auraient pu vous dire, mais qui êtes-vous? là, ça aurait été plus grave. Parfois, oui. Alors, j'espère pas encore arriver à ce point-là, mais je sais que ça fait partie des, parce que du coup, des risques. Vous êtes mariés, 2 enfants, ça, on l'a bien compris. Oui, c'est 2. Je me suis arrêté à 2. Il y a un moment donné, je m'arrête. T'as loupé un. Non. C'est pareil, il faut changer d'école. C'est ça. Ils ont changé de copains. Changer de copain, changer d'école, changer de vie, changer de... Et pour votre épouse, c'est pareil. Et pour mon épouse, c'est bateau quand on dit derrière quelqu'un. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme, ou vice-versa. Alors moi, je me prends pas pour un grand homme, mais par contre, j'ai une grande femme. Ouais, ça c'est sûr, parce qu'il faut accepter. Alors c'était un choix, on en avait parlé avant. Je pense qu'elle n'avait pas conscience de tout ce que ça aurait engendré. Quand on parle des trucs à 25 ans, des fois on peut... Voilà, c'est ça. Puis peut-être j'ai pas été hyper précis non plus dans tout ce que ça aurait comme implication. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut supporter de repartir et d'être derrière sur les aspects logistiques, sur les aspects même... moi j'arrive, j'ai un boulot. Ouais. Elle en a pas. Non. Donc il faut qu'elle retrouve un job. Et c'est pas évident à chaque fois de se remettre, de se remobiliser. Ah, ça y est, c'est fait pour c'est fait. Chablais. Ouais, c'est fait. On est sauvés. Moi aussi. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose... alors en plus, et puis... qu'on le veuille ou non, ça reste d'un certain côté la femme du sous-préfet. Donc, avec les avantages que ça peut avoir, mais
professionnellement, c'est plutôt les désavantages. Donc, savoir est-ce qu'on prend son nom de jeune fille ou pas pour éviter que le lien se fasse. Est-ce qu'on est pris parce qu'on est la femme d'eux ou est-ce qu'on est pris sur ses compétences. Oui, non, mais voilà. Donc, c'est un sujet. Donc, c'est un sujet et voilà. Et puis, j'ai la chance qu'elle soit d'accord pour continuer à faire ça. Et parce que moi, je ne conçois pas mon métier tout seul. Le célibat géographique, ça se fait. Hein. On a beaucoup de collègues. Il y en a beaucoup, oui. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Parce qu'à un moment célibat géographique. Ouais, parce qu'il y a un moment donné, c'est compliqué. Vous avez un boulot, votre conjoint a un boulot qui lui plaît et vous lui demandez de partir. Il n'a peut-être pas forcément envie. Puis c'est sympa, les boulots de sous-préfet, mais quand vous n'êtes pas là ou quand vous êtes appelé, qu'il faut aller à l'autre bout du département, soir, week-end, il y a un moment donné, c'est sympa, mais tu viendras me voir pour les vacances, quoi. Donc, qui êtes-vous le fameux. C'est le qui êtes-vous. Donc voilà, donc on en est... donc voilà, là on est... il y a un équilibre qui se trouve. Et là, pour 2-3 ans, on est à peu près... là, normalement, pour 2-3 ans, oui, mais donc pour le moment, ça a été... toujours à peu près toujours des périodes comme ça. Oui, ça peut être un peu plus long aussi. Ça peut être plus long, oui, non, mais voilà. Et puis après, il y a des âges. Et pour les enfants, la difficulté, c'est qu'il faut recréer quelque chose. Après, je pense aussi que pour eux, c'est aussi... moi, je le prends comme ça. C'est aussi cette capacité à pouvoir se créer assez vite, se lier assez vite avec des gens et s'adapter assez vite. Ouais. Et vous avez une capacité d'adaptation qui vous sera bénéfique tout le temps. Oui, ça c'est important dans la vie. Dans la vie familiale, c'est aussi important. Ça a des désavantages. Et puis après, on réagit forcément. Non, mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de raconter sur justement la cellule familiale. Comment est-ce qu'elle aussi, elle est prise dans le Elle est très impactée. Le flow, quoi. Elle est très impactée et bon... faut être honnête, c'est pas forcément la priorité du ministère de l'Intérieur de cette cellule familiale-là. C'est pas... Lui, c'est Emmanuel Cocon qui le nomme à droite à gauche. C'est ça. Le reste, ça évolue, c'est de plus en plus pris en compte. Ils essayent de faire des efforts, mais bon, voilà. Il y a encore une marge de progrès. Et admettons qu'on vous propose un poste, je sais pas, n'importe où, et que vous le refusiez. Vous avez le droit ou pas? C'est intéressant comme question. En fait, au bout de mes 2 ans... À Rethel ? À Colmar. Donc, on voit régulièrement le gestionnaire qui vous suit. Vous avez un gars on a quelqu'un dédié, qui est au ministère de l'Intérieur. Et puis moi, mes préfets m'ont toujours dit qu'il faut aller le voir chaque année. Il faut se rappeler à lui pour lui expliquer ce que vous vivez, comment ça se passe. Donc, je le vois tous les ans. Puis en 2019, je vais à Paris, je le rencontre et puis je rentre dans son bureau. Ça va, oui, super, tout se passe bien, tranquille. Ok, pas de volonté de changer immédiatement. Je lui dis, non, je lui dis, moi, je préférerais rester encore 1 an, partir aux vacances d'été. Donc, on est en juin, je crois. Je lui dis, pas là, mais l'année prochaine tranquille. Comme ça, pour les enfants, c'est bon. Ils font leur rentrée scolaire, tout va bien. Super. Et l'outre-mer, ça t'intéresse ? L'outre-mer, ça dépend quoi. Je sais déjà qu'il y a des endroits familialement, ça sera non. Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Alors moi, Saint-Pierre-et-Miquelon, j'aurais pas dit non, mais familialement, je pense que non. La Guyane et Mayotte, ça non. Familialement, c'était pas possible. Puis il me dit, oui, alors peut-être, est-ce que tu connais la Nouvelle-Calédonie ? Non, pas spécialement plus que ça, à part loin, ce qu'on connaît ce qu'on peut savoir. Classiquement. Il me dit, ok, bon, OVA, on se rappelle, quoi, je te tiens au courant. Bon, je fais pas plus attention que ça, et puis en fait... vous faites pas plus attention ? Non, parce que... On parle de Nouvelle-Calédonie non, mais je rentre, j'en parle à mon préfet, je lui dis, ils m'en ont parlé, il me dit, oui, faut voir, on va attendre, voilà... Pas la peine de s'exciter avec ça, et ça a le temps de changer 10 fois, donc voilà, même à la maison on n'en parle pas, enfin voilà, pas plus que ça, et puis en fait tout s'accélère en septembre-octobre, on m'appelle et on me dit va falloir partir là. Ça y est. Donc le rendez-vous se passe en juillet, en juin-juillet, et hop, en octobre. Et alors en fait il faut savoir que quand on est sous-préfet, il y a des postes sur lesquels on a besoin, le ministère demande votre accord explicite. C'est l'outre-mer et la Corse. D'accord.
parce que c'est des départements où vous devez être un peu éloigné. Alors la Corse, c'est par rapport à la situation, et que familialement, ça peut avoir des incidences un peu compliquées pour les enfants. Et donc, il faut vraiment que vous soyez dans des bonnes dispositions. Et l'outre-mer, c'est parce que comme vous allez partir très loin, et que vous allez vous retrouver très seul, loin de tout, familialement, il faut le subir. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est 21 000 km. Voilà. C'est pas la porte à côté. 22 heures de vol. Donc, forcément, quand vous partez, vous rentrez pas parce que vous avez oublié une paire de chaussettes à la maison. Non. Allez oublier, quoi. 22 000 km. Donc voilà. Et puis, on se dit, on va faire. L'âge des enfants correspond, ça va. On se dit 3 ans, ça passe. Nickel, on tente le coup, on part là-bas. La famille nous dit c'est super, on va venir, c'est le voyage d'une vie, on viendra vous voir, clairement, super, tout. Et puis on part en décembre 2019, je pars en Nouvelle-Calédonie, et puis je quitte l'Alsace en décembre. Le Covid commence début d'année 2020, fin d'année 2019 à Mulhouse. Donc j'ai des contacts avec mon ancien préfet régulièrement qui me dit que la situation est catastrophique. À 22 000 km, on n'a pas conscience de ça parce que c'était très préservé. La même perception. Non, c'était très préservé encore à l'époque. Il n'y avait rien. Et puis, ça dure pas longtemps. La crise Covid arrive aussi, se mondialise. Et du jour au lendemain, la Nouvelle-Calédonie se ferme. Donc, la politique de Covid-free, donc on ferme les frontières. Tout fermé. Lockdown. Donc plus de familles qui peuvent venir. Vous rentrez pas non plus. Hein. Non. Donc c'est pas possible de faire l'inverse. Fast time. Donc voilà, c'est ça. c'est bien, mais c'est beau, mais c'est loin, mais c'est bien, mais c'est pas pareil. Et donc voilà, donc il a fallu gérer la crise Covid. Donc là on est sous-préfet. Directeur de cabinet. Alors, directeur de cabinet. La gestion justement de la crise. Avec le haut-commissaire. Et puis, alors c'est un cadre de vie absolument génial, mais tout est fermé. Nous, on s'était dit, on ira en Australie, on ira en Nouvelle-Zélande, comme tout le monde. Bien sûr. On va en profiter, on va aller visiter les îles Loyauté, tout ça, ça sera super. Non. Confiné au paradis. Donc, confiné au paradis, c'est ça. Donc, c'est très beau parce qu'il y a de quoi faire. Mais c'est pas le projet, quoi. On reste là, ça se gère. Et puis, l'été, juin 2020... ça se déconfine un peu. Ça se déconfine, ça reprend. Alors, les déplacements Nouvelle-Calédonie métropole sont un tout petit peu adoucis, c'est-à-dire que ils mettent en place une quarantaine à l'arrivée. Ah, quand même, oui. 15 jours à l'hôtel sans voir personne, avec des tests Covid. Donc mais bon, ça permet pas à des gens de venir, parce que si vous faites le déplacement, il faut 15 jours de quarantaine, il faut que vous y restiez au moins un mois. Donc finalement, l'intérêt est assez limité. Et puis, il y a un remaniement ministériel. Jeu des chaises musicales. Voilà, c'est ça. Et puis, il se trouve que la présidente du département du Haut-Rhin, avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans, est nommée ministre de l'insertion auprès de la ministre du Travail. Madame Klinkert. Ne vous inquiétez pas si vous ne la connaissez pas. Si, je la connais très bien, on la connaît. Voilà. On l'a podcasté. Vincent, on l'a podcasté. On fera une interro surprise à la sortie. On l'a podcasté, mais jamais diffusé. Voilà, donc c'est elle ça. est nommée secrétaire d'État. Ministre déléguée en début juillet, tout début juillet, le 6 juillet, je crois. Donc, et puis 2020 là. 2020, et puis donc elle a des contacts avec mon ancien préfet et elle lui dit il était bien le petit. Non, et elle lui dit faut que j'aille à Paris. Il lui dit mon préfet lui dit faut que vous ayez des gens avec qui vous puissiez que vous connaissiez, parce que forcément vous allez avoir des gens, vous en aurez, des conseillers, vous en aurez, mais il faut que vous ayez des gens avec qui vous puissiez vous sentir à peu près à l'aise. Et elle lui dit au fait vous avez des nouvelles d'Emmanuel, et il dit il est en Nouvelle-Calédonie. Il est confiné. Voilà, et en fait elle m'appelle, donc elle m'envoie un message et elle me dit est-ce que je pourrais vous appeler? Pas de problème. Quand vous voulez. Félicitations à la liste, tout ça, vous voulez. Et donc elle me fixe un rendez-vous. Avec le décalage horaire, je pense qu'elle n'a pas vraiment saisi que moi il était 3h du matin. Voilà. Elle, c'était en pleine journée. Elle n'a pas compris le sens. On vit un truc où j'ai un entretien par FaceTime, cravate avec un pyjama, forcément en bas, on bouge pas trop pour pas se lever.
Et puis, elle me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de venir ? Je dis, oui, pourquoi pas. Enfin, c'est une expérience. Je lui dis, mais il faut quand même que j'en parle à mon commissaire pour lui dire. Puis je vous tiens au courant, je vous rappelle, il vous faut une réponse quand ? Elle me dit, dans la journée. Ok, donc il est 3h30, je me recouche 1h30, 2h, difficile de dormir. Puis donc à 7h, j'appelle le haut-commissaire et je lui dis, voilà, je viens d'être appelé, on me propose ça, je vous en parle, c'est normal. Comment vous voyez les choses ? Et il me dit, ça se refuse pas. Donc il faut y aller. Ouais. Bon, ok, je le remercie. Donc, je renvoie un message. Je dis, ok, c'est bon. Mon commissaire, ok. J'ai prévenu le ministère de l'Intérieur. Ça se refuse pas, donc c'est ok. Quand est-ce qu'il faut que j'arrive ? Hier. C'est ça. Elle me dit, le plus tôt possible. Je dis, le problème, c'est qu'il n'y a que 2 avions en ce moment qui font les rotations de Nouméa à Paris. Par semaine ? Par semaine, à l'époque. Et je lui dis, on est mardi. Il y en a un qui part jeudi. Et l'autre d'après, il part la semaine, je l'ai manqué, il part le lundi d'après. Il part le lundi. Donc je lui dis, je peux arriver, je pars le lundi d'après, avec le décalage horaire, j'arriverai le mercredi, la semaine prochaine. Jeudi. Voilà, donc jeudi. Il a fallu que je parte. Donc elle me dit, non, c'est là. C'est jeudi, là. Jeudi, c'est déjà tard. Parce que du coup, quand on déménage en France, sur le sol français, c'est facile. A priori. Moi, je vais vous dire que c'est facile. Mon épouse va vous dire que c'est pas simple parce qu'il faut gérer l'intendance. Mais quand on redéménage, alors qu'on avait prévu 2-3 ans sur place en Nouvelle-Calédonie, comment ça se passe ? Moi, ça s'est passé bien. C'est-à-dire que donc elle me dit ça, donc je préviens. Vous êtes parti, vous ? Moi, je suis parti en 48 heures. Donc, et par contre, avec derrière... des valises. 2 valises. Je suis parti, arrivé à Paris, trouver un point de chute pour se loger, trouver un truc, 2 valises, et puis commencer directement. Et mon épouse, elle a eu un peu plus de temps parce que le haut-commissaire a été très chouette là-dessus. Il lui a laissé le temps. Déjà que les enfants avancent un peu dans l'année scolaire et puis préparer le déménagement parce que là c'est une caisse maritime. Voilà, c'est ça. C'est préparer les affaires. C'est pas pareil, quoi. Et on part, ils sont rentrés 1 mois et demi après moi, ils sont revenus en métropole 1 mois et demi après moi. La caisse maritime, elle met 4 mois à arriver. Donc et il faut retrouver, ça nous a permis de faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, on sait quand on part, on sait pas quand est-ce qu'on. On sait quand on arrive, on sait pas quand on part. Et je suis parti comme ça, je suis revenu, je suis resté 8 mois, c'est magnifique comme expérience. Je le referai avec grand plaisir, Mais c'est des changements un peu. Et du coup au ministère alors. Du coup ministère du Travail, en charge de l'insertion, une thématique. Comment on fait pour accompagner les gens qui sont très éloignés de l'emploi pour leur permettre de retrouver un travail Ça, c'est une vraie thématique. D'un certain côté, moi, je pense aussi une vraie place dans la société parce que ça passe quand même beaucoup par le travail, le regard des autres et puis se retrouver tous les gens que j'ai pu rencontrer pendant ces 2 ans, c'était à chaque fois qu'ils avaient une mission, un travail. Il nous le disait, je retrouve de l'estime de soi et je peux avancer dans ma vie, même par rapport au regard de mes enfants, par rapport au regard des autres. Donc là, je ne crois pas que les gens ils cherchent à pas travailler et qu'ils attendent. Pas tous en tout cas, clairement pas. Je crois que peut-être que vous avez 1 ou 2 exceptions, mais dans la très très grande majorité des cas, je pense que c'est des parcours de vie qui font qu'ils ont besoin d'avoir un accompagnement. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez sur l'économie solidaire, sociale ? Sur l'économie solidaire, sur des dispositifs pour aider les entreprises, pour aider les structures d'accompagnement pour les gens qui sont accompagnés dans l'insertion. Comment on fait pour leur permettre, avec Pôle emploi, de reprendre une formation pour aller sur les métiers en tension, pour les réaccompagner. On sait qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Comment on fait ? Apprendre à se relever, apprendre à venir travailler, avoir un cadre de vie. Les horaires. Et tout ça. Et donc, on fait tout ça. Et là, la logique... moi, j'aime bien quand on voit les choses. Donc... dans le deal avec la ministre, je lui dis, tant qu'à faire que tu sois ministre, autant que tu vois ce qui se passe partout. Donc on a fait 160 déplacements en 2 ans. Ah oui. À nouveau toujours la méthode Cocan là. Je sais pas si c'est la méthode. On va au contact pour voir ce qui se passe. 160 déplacements en 2 ans, ça commence à causer. Ça commence à faire 2 à 3 par semaine. Donc à organiser, c'est sympa aussi. On se met des contraintes, mais c'est chouette. Et alors, ce qui est rigolo, c'est pas le mot, mais ce qui est bizarre, c'est que vous l'avez dit un peu tout à l'heure à Vincent. Sur le ton de la plaisanterie, mais cette ministre, on en a très peu entendu parler finalement.
Ouais, parce que c'est compliqué en fait. Il faut avoir. Alors que vous étiez présent, alors dans les déplacements, ça s'est toujours très bien passé. Tous les élus qu'on a rencontrés, toutes les structures, très contents parce que de la proximité, parce que s'intéresser aux choses. Et on faisait des déplacements sur une journée, pas en 1 heure ou 3/4 d'heure pour dire qu'on est passé. Juste avec des caméras. Et puis, non, pas de ça. C'est plutôt on va dans le fond des choses, on échange avec les gens et on prend le temps d'aller parler aux gens, de discuter. Mais la difficulté, c'est que, médiatiquement, tout le monde sait un peu comment ça se passe. Soit vous acceptez de faire des trucs un peu pour faire le buzz, mais si vous bossez sur des sujets vraiment dans le fond, mais qui ne sont pas tellement visibles, et si vous n'avez pas des relais d'opinion dans la presse grand public, ça ne peut pas marcher. Et ma ministre, c'était pas le job, c'était pas la manière dont on concevait les choses. Nous, on était là pour faire avancer les projets, pour que ça marche. Mais sur le terrain, moi je crois à la force de ce qui se passe sur le terrain. De toute façon, c'est là que ça se passe. Oui, il y en a qui sont prêts à faire des émissions de télé ou faire des trucs. C'est bien, ça leur réussit parfois. Oui. C'est mon côté peut-être fonctionnaire d'État. Sérieux. Ou peut-être, donc on n'a pas fait ça. Mais c'était une super expérience, puis ça permet de voir comment fonctionnent les cabinets ministériels, comment fonctionne Paris. C'est très intéressant. Ouais, ok. Vous voyez, non, mais il y a plein de gens qui font. Il y a un peu de tout. Qui ont fait ça mieux que moi, d'écrire des livres pour savoir comment ça se passe. C'est toujours intéressant pour aussi apprendre à connaître l'être humain, à voir comment ça fonctionne, à voir ça. C'est intéressant, c'était très chouette. Ça m'a conforté dans l'idée que si vous voulez travailler dans un cabinet ministériel, vous avez plutôt intérêt à vous entendre avec la personne avec laquelle vous allez travailler. Parce que c'est un couple, quoi, finalement. Parce que je pense que si vous vous entendez pas avec la personne avec qui vous travaillez, si vous avez pas, ça peut pas marcher. Parce que là aussi, c'est une vie d'engagement, donc il faut que ça soit vraiment faut être en phase. Sinon, vous le subissez, et si vous le subissez, ça peut pas marcher. Et puis 2 ans, c'est bien. C'est bien parce que moi, je vivais à Paris. Céline et les enfants étaient à Colmar. Je faisais les allers-retours. Du coup, ils étaient retournés à Colmar. Ouais. Ils ont aimé Colmar. En fait, ils étaient partis. On était partis 7 ou 8 mois avant. Oui. Dans la logique, c'était soit ils venaient à Paris avec moi, mais de toute manière, on ne se voyait pas. Et c'était encore un déracinement. Soit ils retrouvaient un peu de stabilité. Et dans l'idée, on s'est dit, c'est quand même mieux. Il faut aussi faire attention à ça. Vous m'avez posé la question de la cellule familiale. Il faut quand même faire gaffe à ça, je pense. Ouais. Donc, c'est important. Ils étaient contents de retrouver leurs copains. Ça, ils l'ont, je pense, mieux vécu. Puis il y a le TGV entre Paris et tout à fait. Paris-Strasbourg et l'Alsace, il y a des TGV. C'est pas enclavé. 2 heures. Ouais, c'est pas enclavé. 2h30. Il y a des mots, Emmanuel, il ne faut pas les dire. Mais si, il faut les dire. Il faut tout dire. Sinon, c'est pas. Il y a pas de. C'est pas enclavé. Non, mais disons que là aussi, pendant longtemps, ça l'a été. L'Alsace, c'était Strasbourg-Paris, c'était pas 5 heures. Ouais. Maintenant, c'est 2h30. 2h30, c'est bien. C'est top. Donc c'était bien. Et puis, après, donc 2 ans à ce rythme-là, ça rince un peu aussi quand même, non ? Ouais. Physiquement, oui, ça rince, intellectuellement. Ça rince un peu, oui. Mais, et puis, au bout de 2 ans, les élections présidentielles allaient arriver, les élections législatives. Je crois que finalement, j'aime aussi les allers-retours, le contact avec le terrain, la vraie vie. Ça me manquait. Donc, j'ai repris contact avec le ministère de l'Intérieur. Je leur ai dit, voilà, moi, il y a un moment, on était en début d'année, je leur ai dit, si vous avez des postes un peu sympa, je prends, je veux bien, je fais là aussi, géographiquement, pas où vous voulez, pas de contraintes non plus de type de poste, je prends, je pars. L'outre-mer, on va éviter. Voilà. J'ai vécu une petite expérience. Voilà, mais au-delà de ça, comme vous voulez. Bon, on a eu des échanges réguliers qui font qu'à un moment donné, on me parle de Thonon. Vous connaissez Thonon, vous connaissez la Haute-Savoie. Je connais la Haute-Savoie de nom, je connais Thonon de nom, Évian, Thonon, le lac Léman, très bien, mais je ne connais pas plus que ça. La Vallée Verte. La Vallée Verte, toujours la Vallée Verte. Ça fait partie de votre... La Vallée Verte. Je suis le sous-préfet de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, du Chablais et de la Vallée Verte. Et voilà, non, c'est pour ça que je le dis. C'est important. Non, mais c'est important. Et donc, je leur dis, je suis OK sur le principe. Donc,
pas de souci, je viendrai découvrir. Et puis dans les 160 déplacements, vous voyez, il y a des territoires qu'on fait et d'autres qu'on fait pas. Et on n'avait pas fait ni la Savoie ni la Haute-Savoie. Donc ça c'est pas bien. Ça. Bah oui, mais c'est comme ça. Il y a des endroits où on peut pas aller partout. Non, mais bien sûr. Donc je suis parti. J'ai été nommé en avril pour une prise de poste en mai. Voilà, donc je suis arrivé ici, puis je suis arrivé dans le Chablais, découverte du Chablais, de la Vallée Verte, découverte d'un territoire, découverte d'un département dynamique. Je l'ai dit tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, mais en le pensant vraiment, depuis mai, vous avez mis le turbo, quoi. Hein. Vous êtes partout. Partout, je sais pas, j'essaie d'être présent et disponible le plus possible. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, c'est ce que je vous disais. Tout le monde n'aborde pas votre métier de cette façon-là. Enfin, voilà. Ouais, mais je pense que ça dépend de la personnalité, ça dépend aussi de comment on conçoit son métier. Moi, je le conçois plutôt proche des gens et plutôt voilà, dans la découverte, dans l'accompagnement des projets, quels qu'ils soient. Et donc, ça passe par ça passe par aller voir les élus sur leur terrain, ça passe par aller voir les entreprises là où elles sont, ça, c'est vrai, je peux le monde économique, c'est rencontrer les associations, quelles qu'elles soient, culturelles, sportives. Voilà. Parce que je pense que l'État a un rôle, et le représentant de l'État sur le département. Parce que du coup, voilà, le sous-préfet, il a un rôle d'accompagnateur. Il est le représentant de l'État. Alors, le sous-préfet, il est le représentant de l'État. Oui. Alors, le préfet, parce qu'il faut... Le préfet est le représentant de l'État sur le département. Pas de crime de lèse-majesté. Non, il n'y a pas de crise, mais vous m'avez dit, quand on s'est vu, ça sera bien aussi de rappeler comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un préfet et qu'un sous-préfet. Ouais. Donc, j'ai révisé quand même. C'est bien, bravo. Donc, non, mais le préfet, c'est le représentant de l'État et tous les ministères sur le département. Donc, il a l'autorité de tous les ministres sur le département. Et c'est le seul fonctionnaire de l'État dont le rôle est inscrit et la fonction sont inscrites dans la Constitution, l'article 72. C'est le seul fonctionnaire de l'État. Donc, c'est assez intéressant. Ah ouais. Ça veut dire que depuis, il a un rôle qui est clairement défini. Et il a des sous-préfets qui sont ses représentants sur les arrondissements. D'accord. En Haute-Savoie, il y en a 4. Vous êtes le représentant du préfet. Moi, je suis le représentant du préfet sur l'arrondissement de Thonon-les-Bains, donc qui comprend le Chablais, la Vallée Verte, donc Thonon Agglomération, la CCPVA, le Haut-Chablais et la Vallée Verte. Et puis, mais il y a un sous-préfet à Saint-Julien-en-Genevois, un à Bonneville le sous-préfet d'Annecy, qui est aussi secrétaire général de la préfecture, mais qui est aussi sous-préfet d'arrondissement. D'accord. C'est pour ça qu'on est 4 sous-préfets d'arrondissement. 4 sous-préfets sur 4 la sous-préfets Haute-Savoie. d'arrondissement, plus la directrice de cabinet. Donc nous sommes 5. Voilà, comme ça vous savez tout. Le club des 5. Le club des 5, c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant, parce que finalement... voilà. Pour que les gens sachent un peu comment ça fonctionne. Oui. Et donc le rôle qui nous est dévolu, c'est les missions principales. La principale, c'est d'être le garant de la sécurité publique. Donc, de pouvoir de s'assurer du maintien de l'ordre et que tout fonctionne ici sur le territoire. Donc, sécurité dans le sens sécurité dans police, le sens très secours... large. Secours, pompiers, police, gendarmerie, tout ce qui peut. On peut même avoir des contacts avec les militaires en tant que de besoin, mais ça sera plus géant au niveau du préfet. Si on veut envahir la Suisse, par exemple, ou des choses comme ça. Non, parce qu'on est dans une période de paix, donc voilà, on s'entend bien avec nos amis suisses, et avec tout le monde, on s'entend bien. D'accord, donc là, c'est vraiment la mission régalienne. C'est la mission régalienne. Alors, la régalienne sécurité, sur lequel le préfet et les sous-préfets, enfin moi en tant que sous-préfet, j'ai des réunions de sécurité, j'ai des contacts quotidiens avec le colonel de gendarmerie, avec la commissaire de police, même avec le procureur de la République, avec les pompiers. Vraiment là-dessus, c'est s'assurer que tout va bien dès qu'il y a une difficulté. Si jamais il y a une manifestation, s'assurer que tout se passe bien sur les manifestations. À un moment donné, c'est le sous-préfet qui va prendre la main si jamais il veut interdire une manifestation, mais un événement aussi. Jamais il y a un risque. Si vous sentez que... Sur un concert, on ne sait pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est moi, sur un grand événement, on va dire oui ou non à un moment donné, ou alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme sécurité ? Qu'est-ce que vous avez mis comme moyen de secours ? Est-ce que ça correspond ou pas ? Combien vous attendez de personnes ? Là, je suis d'accord, là, on ne l'est pas. Donc, c'est un travail qui est très... il faut aller au fond des choses pour ça. Et puis, il y a toute une partie où le sous-préfet, il est aussi le premier lien et le premier contact des élus locaux. Donc ça, c'est très important.
à la fois pour garantir la sécurité juridique des actes, c'est-à-dire qu'on fait un contrôle de légalité sur les actes qui sont pris par les collectivités. Les arrêtés municipaux. Les arrêtés municipaux, choses comme ça, l'urbanisme, les droits de l'urbanisme, et puis on fait un contrôle aussi budgétaire sur les décisions budgétaires qui sont prises. Il est fait par la sous-préfecture, en lien avec la préfecture, ce qui peut nous amener à déférer devant le juge administratif ou devant la chambre régionale des comptes. Ça arrive jamais, ça. Si, ça arrive souvent. mais ça arrive. Et puis, c'est comment est-ce qu'on travaille après avec les élus pour leur expliquer. C'est quand même extrêmement précis. C'est très précis. Et il faut, moi, ce que j'explique à tout le monde, c'est qu'on n'est pas là dans une logique de sanction, on est là dans une logique vraiment d'accompagnement, et puis c'est une logique de protection. Parce que la responsabilité de la personne qui va prendre cet acte, devant le juge, derrière, c'est pas la même. D'accord. Donc, si on n'explique pas quelles sont les règles, ça peut pas marcher. Et il y a une règle, on a un droit, il y a du droit, il y a des règles de droit, il faut les respecter. Duralex, sed lex. Duralex, sed lex. Et c'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, moi, je pars du principe qu'on peut tous se dire, et il faut tous se dire, mais de manière courtoise. Mais voilà, donc et même les choses qui fâchent. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de sujet qui ne soit pas abordable. Tout doit être abordé pour pas qu'il y ait de ressentiment. Maintenant, après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je prends les miennes si jamais il y a besoin. Et on me dit, là, non, vous n'avez pas passé, vous n'êtes pas d'accord. Il y a une procédure, on est dans un état de droit. Et puis, on est dans un état de droit. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent saisir le juge administratif. Et s'ils considèrent une main de fer dans un gant de velours. Non, tout à fait. C'est ça. Mais c'est important parce que c'est dit en rondeur et en courtoisie et tout ça, mais voilà, ça reste ferme. Mais ça reste... oui, parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à tous les coups de vent, comme dirait l'autre. Donc, ça peut pas marcher. Donc, voilà. Et puis, il y a toute une partie, au-delà de ça, c'est aussi la partie accompagnement dans les projets et dans comment on fait pour faire avancer le territoire. Donc les projets des collectivités, comment on peut faire pour les accompagner, pour les aider financièrement, mais pour aussi parfois leur dire est-ce que vous avez pensé à ça, et tiens, votre collègue il fait ça, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, ou est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise qui cherche à s'implanter ici, comment on peut faire pour mettre tout le monde autour de la table, tous les services de l'État autour de la table, pour que ça avance, pour que ça avance plutôt vite, parce que chacun peut être dans sa logique de silo, ou ne pas savoir et ne pas avoir conscience que donc là, si on est sur un rôle d'entremetteur, facilitateur, l'idée c'est vraiment ça, c'est de dire vous avez un souci, pas de problème, on va venir avec vous et on va vous accompagner pour que ça fonctionne, parce que c'est important pour le territoire, parce que c'est structurant, parce qu'il y a quelque chose, et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et puis parfois il y a des incompréhensions parce que les gens ne se parlent pas forcément non plus, ou restent persuadés qu'eux seuls sont compris, alors que si on se remet autour de la table et si on reformule tout, il y a une chance qu'on arrive à se comprendre un peu mieux, et puis surtout qu'on arrive à un consensus. C'est ça l'idée. Donc la logique c'est celle-ci, et ça c'est dans tous les domaines, donc forcément les projets des collectivités, mais les projets économiques, forcément, de par ma formation, ça m'intéresse de pouvoir le faire. On avait cru comprendre. Voilà. Mais culturel, sportif, associatif, tout est important parce qu'il y a des besoins un peu partout. Donc ça fait des bonnes journées. Ça fait des bonnes journées, ça fait des bonnes semaines, et voilà. Mais c'est passionnant. Mais c'est tellement passionnant que ça ne me pose pas de difficulté. Et alors, dans les grandes lignes, mais votre premier sentiment sur le territoire dans lequel vous êtes arrivé en mai, je le rappelle. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'arrive dans le plus bel arrondissement du monde de Haute-Savoie. Ça, c'est clair. C'est monde de Haute-Savoie. C'est une double dédicace. Vous êtes allé à Aberpoche. Voilà, c'est ça. C'est par rapport au festival d'Aberpoche. Tout à fait. Mais je suis allé au festival d'Aberpoche et j'avais pris l'engagement. Le maire d'Aberpoche, quand je suis arrivé, m'a dit il faudra que vous veniez voir le festival. Je lui ai dit d'accord, pas de problème. Et vous êtes allé. Et j'y suis allé. C'était pas mal. Qui est super. Voilà. Et puis en plus, la programmation était très sympa. Donc voilà. Ça, et puis parce qu'aussi je reste perçu, mais en plus je le pense, c'est vrai que l'arrondissement est quand même assez formidable avec
je parle pas qualité paysagère, on a tout, le lac, la montagne, les vallées, c'est juste extraordinaire, mais c'est aussi un dynamisme. Oui. C'est aussi des chefs d'entreprise qui sont motivés, qui sont passionnants, c'est des élus qui ont des projets et qui ont les moyens d'aller faire leurs projets, c'est pas négligeable. Aux Ardennes. Voilà, donc tout ça c'est quand même formidable. On a des choses, on peut faire des choses, on peut faire avancer les projets, c'est génial. Mais parce qu'il y a toujours une petite chose, c'est que parfois les gens oublient la chance qu'ils ont d'habiter ici. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que je constate. Vous m'avez demandé le rapport d'étonnement. Moi, je constate qu'ici, très souvent, les gens ont oublié la chance qu'ils avaient, chance qu'ils avaient d'être ici, la chance d'avoir ces moyens, la chance d'avoir ces capacités-là. Et parfois, il faudrait peut-être aussi se redire, attendez, j'entends alors sur l'aspect économique ou sur l'aspect des projets, j'entends le discours ambiant, la Suisse, on ne peut pas lutter, on n'y arrivera jamais. On peut toujours lutter. Et moi, je reste persuadé du contraire. Il y a des atouts ici, j'ai rencontré des gens qui sont formidables, qui ont réussi à trouver des actions ou qui mettent en œuvre des choses pour que les gens restent, mais parce qu'ils sont dans une logique de dire on va valoriser tout ce qu'on fait. Et cette valorisation-là, en plus, j'y crois fortement aujourd'hui, notamment après la crise Covid. Je ne crois pas que les gens cherchent uniquement à gagner beaucoup plus d'argent. On est tous humains, non, mais je suis d'accord. Je pense que tout le monde est OK pour aller gagner de l'argent. Vincent et moi, on côtoie assez de gens pour le savoir. Il y a, c'est vrai, un attrait de la Suisse qui est indéniable, mais l'effet retour, l'effet boomerang, si j'ose dire, il existe aussi. Si vous faites le lien à la fin, si vous arrivez et que vous comptez la fatigue liée au déplacement, le fait qu'il faut que vous payiez vos cotisations, vous fassiez votre assurance à vous tout seul comme un grand. Vous pouvez être viré du jour au lendemain, parfois maltraité. Parfois, c'est pas tous les jours facile, que l'ambiance n'est pas toujours la même. On y connaît. Voilà, parce que vous êtes l'étranger aussi, et c'est aussi l'apprentissage de ça. Mis bout à bout, je suis pas persuadé que tout le monde soit prêt à faire ces sacrifices-là. Je vous le confirme. Et que globalement, peut-être qu'on va toucher moins, mais peut-être qu'on va vivre mieux. Et qu'à un moment donné où les gens se posent des questions, ce vivre mieux, il est peut-être intéressant. Après, je suis pas naïf. Je sais que ça rejoint la deuxième problématique. C'est un cercle vicieux. Pour se loger, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut aller en Suisse. Et donc, voilà. Et là aussi, je pense qu'on a un travail à faire collectif sur comment on fait pour améliorer l'accès au logement. C'est une vraie problématique. Mais chacun doit aussi se poser les bonnes questions et aussi agir en conséquence. Et se mettre en face de ses responsabilités. Oui, en partie. Moi, j'aime bien discuter. Et je sais que quand vous discutez, il y a des gens qui vous disent oui, j'arrive pas à trouver de salariés ou d'employés. Puis vous discutez. Puis on vous dit qu'ils sont propriétaires de plusieurs logements qu'ils louent. Puis vous posez benoîtement la question. À qui? À qui? Et puis comme des frontaliers. Des frontaliers parce que vous pensez bien, monsieur le sous-préfet. Quand même. Quand même. Là où est l'argent? Et le problème, c'est que Oui, il y a ça aussi. Je n'arrive pas à. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Un petit peu. Oui. Et à un moment donné, il faut aussi sortir de cette logique-là. Comment on fait? Mais l'État a sa part de responsabilité aussi. Il y a sûrement des choses à modifier sur l'accès au logement social. Il y a plein de choses à faire. Donc, c'est passionnant. Mais on a aussi ça. Et puis, je pense que je discutais avec un chef d'entreprise hier qui me disait, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on mette en avant tous les atouts du territoire et tous les atouts de l'entreprise pour le dire lors des entretiens. Pour que les gens comprennent où ils mettent les pieds. Et ça, finalement, il me dit, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, ou on n'y pense pas assez, et on va dire, c'est très beau. Ouais. Non, mais voilà. Mais peut-être qu'on peut dire, c'est très beau, on va pouvoir vous accompagner là-dessus, vous allez voir. Bien sûr, il y a la Suisse, mais on aura ça, on a un cadre de travail qui est sympa, voilà. Tout ça, c'est important. Oui, non, mais un peu plus honnête sur la globalité. Mais c'est important de conserver ce qu'on appelle une économie productive sur notre territoire. C'est important. Oui. De la conserver et surtout de la développer. Moi, je pense surtout de la développer parce qu'il y a plein de choses encore à faire. Oui. On a plein de choses à faire. On a vu qu'avec on est dans une période où quand même on a vu qu'il y avait des changements climatiques, il y a la transition écologique à faire, économique,
qui va forcément avoir un impact sur l'économie. Oui. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire demain de la montagne? Qu'est-ce qu'on veut faire des vallées? Comment on voit l'aspect touristique? Il y a beaucoup de sujets encore. Ah, mais il y a des milliers de choses à faire. Serait-ce assez pour 2 ans ou 3 ans? Oh, bien plus. Pour bien plus, parce qu'il y a la continuité de l'État. Donc, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, il y a de quoi faire. Ouais, on voit que vous êtes déjà au boulot, quoi, en tout cas. Clairement. Oui, parce que l'idée, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on a des choses à faire pour proposer aussi des nouveaux services à la population qui vient. Donc, ça veut dire travailler aussi en lien avec les collectivités là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme services nouveaux qui peuvent être intéressants? Et puis, se poser la question... Il faudra aussi à un moment donné se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme investissement, combien on y met, comment ça se passe. Tout ça, c'est aussi des choix. Oui, c'est des choix, des questions. Donc finalement, le premier étonnement passé est plutôt positif. Ah, c'est très positif. En plus, j'ai eu la chance d'être très bien accueilli partout où je vais. C'est vrai que... les Chablaisiens sont accueillants. Tout à fait. Non, mais puis, il y a une vraie reconnaissance du représentant de l'État. C'est pas ma personne. Hein, non, on est bien d'accord. L'État est perçu positivement comme pouvant aider, donc c'est facile. C'est plus facile. C'est facile de pouvoir le développer parce qu'il n'y a pas besoin de convaincre. On n'est pas dans un discours binaire de dire de toute manière l'État il est pourri, on n'y arrivera jamais. On n'est pas là, donc on peut avancer là-dessus. Donc ça, c'est très très bien. Je pense qu'on a fait le tour, Emmanuel. Je pense, mais ça passe très vite un podcast. Ça passe vite. Mais c'était passionnant. J'ai un peu trop parlé de moi, mais à part ça va. C'était vous le sujet. Il paraît. Vous et votre fonction. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie de ce moment. Merci beaucoup. Je pense que la maman de Vincent sera heureuse. J'espère que la maman de Vincent sera heureuse. J'espère que la mienne aussi. Parce que voilà, donc les mamans qui nous écoutent, voilà. Merci. N'oubliez pas de mettre des likes. Et puis on se croisera évidemment encore de nombreuses fois, j'imagine. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.